Bonsoir à toutes et à tous. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein dans le pays, les paris sportifs explosent aussi littéralement, mais attention aux risques, vous le verrez. C'est un partenariat maritime majeur. La force navale américaine s'allie à la sécurité des eaux ivoiriennes. Un accord a été signé ce mardi et il marque une nouvelle ère de coopération. Et puis la consternation et la déception à Dakar depuis que l'Assemblée nationale a entériné le report de la présidentielle au 15 décembre 2024. Je vous le disais, alors que les matchs s'intensifient, la frénésie des parieurs atteint également des sommets. Mais attention aux dangers potentiels de cette pratique, comme nous l'expliquent Mardoché Kwasi et Bobby Filémon. Cité groupement foncier dans la commune de Yopougon. Esaïe Oboulé vit et exerce dans ce quartier. Parallèlement à son métier de coiffeur, il s'adonne à ses heures perdues aux jeux de paris sportifs. Esaïe investit au moins 5 000 francs CFA par semaine. Au début, c'était un passe-temps. Après, c'est devenu une passion. Petit à petit, je suis resté dedans. Je ne m'affole pas sur les paris. Je joue à mon rythme. Dans la semaine, par exemple, je peux jouer 2 à 3 fois. La télévision, les machines qui sont dans le salon, c'est grâce à ce jeu que j'ai acheté tous ces appareils. Comme lui, de nombreux jeunes s'adonnent aujourd'hui à ce jeu de paris sportifs. Seuls, par petits groupes ou sur des conseils d'experts, ils investissent des sommes allant jusqu'à 100 000 francs CFA par mois dans les paris sportifs et peuvent parfois gagner plusieurs millions. Quand un match se joue comme ça à la télé, entre nous, chacun peut donner de l'argent. L'autre 17 équipes gagnent. L'autre 17 équipes gagnent et c'est dans ça. Ça évolue vu qu'il y a eu des sites de paris qui se sont inventés maintenant partout. On s'est tous fait des comptes. On a commencé à parier. Au-delà du jeu sportif, il faut être toujours courageux à mener tes activités, à te chercher. Je demande à tous les jeunes qui jouent à ce jeu de parier de façon responsable et très professionnelle. En cette période où la Côte d'Ivoire abrite la CAN 2023, cette activité connaît un véritable engouement, au dire des entreprises de promotion de ces jeux, qui s'organisent pour en tirer le maximum de profit. Les paris sportifs ont connu un certain engouement, eu égard aux compétitions et événements sportifs que nous avons à la faveur de la CAN. Et surtout que cette CAN-là est assez particulière parce qu'elle a vu l'éclosion des pays qu'on appelait donc de petites nations de football. C'est tout à fait attractif donc, pour le pari parce que les gains peuvent être importants. Mais cette activité, présentée comme une source de revenus ou une solution à d'éventuels problèmes d'argent, peut très vite se transformer en addiction, ce qui expose les joueurs à des situations pas toujours agréables. Celui qui est au pari sportif, il n'y va même plus seulement parce qu'il veut se faire de l'argent, mais il y va parce que quand il n'y va plus, il développe des symptomatologies comme l'anxiété, comme le stress. Donc il joue vraiment pour jouer. Donc comme toutes les autres addictions, c'est à peu près la même chose. On y va pour 3 raisons essentielles. Ou bien c'est la curiosité simple, ou bien c'est la mauvaise compagnie, ou alors on cherche la solution à un problème. Les promoteurs de ces jeux de hasard, eux, appellent à un pari responsable, mais surtout veillent au respect scrupuleux des lois qui encadrent cette activité pour éviter de faire de leurs clients des victimes d'addiction. Le plus important, c'est la question de jeu responsable, qui couvre deux aspects. Le premier aspect, c'est d'éviter que des mineurs puissent jouer, donc interdit au moins de 18 ans pour ce qui concerne les paris sportifs. Et puis également faire attention aux questions d'addiction et puis de jeux excessifs. Il y a également l'autorité de régulation des jeux de hasard qui, à son niveau aussi, va s'assurer qu'un certain nombre d'engagements auxquels nous sommes soumis là sont tenus par les différents acteurs du marché. Et quand ils sont déjà addicts, des dispositions existent et doivent être appliquées pour les aider à en sortir. Il ne faut pas fermer les yeux sur ces personnes-là, il ne faut pas les laisser pour compte, il ne faut pas commencer. Maintenant, si on a commencé, il faut à un moment donné s'arrêter pour dire que, si ça ne marche pas, il faut qu'on se réfère à une maison de prise en charge. On donne la possibilité à tous ceux qui jouent de décider de ne plus jouer. Et donc, quand c'est comme ça, s'il estime qu'il est addict au jeu, nous, on a la possibilité derrière de supprimer son compte de jeu et de ne pas lui permettre d'en ouvrir un autre. Il peut aussi le faire directement auprès de l'autorité de régulation. Donc, des personnes, par moment, se signalent auprès de l'autorité-là en indiquant qu'elles sont addictes. Donc, quand c'est le cas, il leur est interdit donc, de se rendre dans les salles de jeu. Au-delà de la CAN 2023, le pari sportif est un type de jeu de hasard qui s'installe
dans le quotidien des Ivoiriens et surtout de la jeunesse. Une vigilance à tous les niveaux s'impose donc pour protéger les jeunes joueurs qui ignorent souvent les risques qu'ils prennent, mais aussi les non-parieurs qui sont autant que faire se peut à s'abstenir. Et vous le savez, beaucoup d'Ivoiriens ont rêvé d'une finale Côte d'Ivoire-Maroc après la victoire des Lions de l'Atlas propulsant les éléphants au tour suivant. Mais au-delà du football, la CAN 2023 a permis de renforcer les liens de fraternité, vous le verrez, entre les deux pays. Nadja Edja, Cheikh Bleu. Depuis la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale, favorisés par la victoire du Maroc lors de son 3e match de poule, la reconnaissance ne quitte plus les lèvres des Ivoiriens. Je pense que ce lien, il s'est renforcé. Mais disons que depuis fort longtemps, ces deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Maroc, ont été toujours des pays frères. Sur le plan diplomatique, tout le monde a vu que le roi, en tout cas du Maroc, il a un deuxième pays qui est la Côte d'Ivoire. Il est venu ici en Côte d'Ivoire pour séjourner plusieurs jours ici chez nous. Il a même bâti une mosquée au niveau donc de Treichville pour consolider effectivement les relations. Donc il est tout à fait normal qu'au niveau du sport, que le Maroc, effectivement, n'est-ce pas, qu'on continue d'être en relation, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire. Le lien est devenu encore plus consubstantiel, puisqu'aujourd'hui nous devons tout au Maroc au niveau de cette CAN-là. Je pense que, pour ma part, je pense que c'est un lien de fraternité qui s'est tissé jusqu'à l'éternité. Un sentiment ressenti du côté de la communauté marocaine, vivant en Côte d'Ivoire. Franchement, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y avait déjà toujours l'amour entre les deux peuples. Mais pendant la CAN, c'est devenu extraordinaire. Moi-même, je n'ai rien compris. Où je passe, quand on sache que je suis marocain, je suis devenu un roi. Les Marocains sont devenus des bijoux dans la main des Ivoiriens. Dans son commerce également, Omar a pu ressentir l'engouement des Ivoiriens pour le Maroc. Dieu merci, moi je suis vraiment aimé par les Ivoiriens d'abord avant la CAN. Et pendant la CAN, il y a beaucoup qui sont venus vraiment payer les maillots, payer les petits trucs, les drapeaux, les casquettes de la Côte d'Ivoire. Lazrak Larbi vit en terre ivoirienne depuis 1956. Aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, Marocains et Ivoiriens ont toujours vécu en cohésion. Les liens ont toujours existé. Pour moi, les Ivoiriens et les Marocains, c'est des frères. C'est des frères. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis très, très, très longtemps. Moi, je suis venu en Côte d'Ivoire en 1956. Il y a une famille qui m'a adopté, une famille Atié à l'épée à Memli. J'ai un village aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vais là-bas, je vais chez moi. Il y a mes frères Atié que j'ai fait rentrer au Maroc avant l'indépendance et après. Donc, vous voyez donc ce que moi je vous dis, ce lien a toujours existé. Mais seulement avec le foot, ça devient plus populaire. Tout le monde maintenant voit qu'il y a des liens entre les Ivoiriens et les Marocains. Dieu nous a encore ressuscités, on peut dire, on est ressuscités. Et puis, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, on va gagner la coupe. La coupe reste ici en Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Si ces deux communautés ont des atomes crochus, c'est en raison des similitudes dans leur mode de vie. Je suis venu il y a 9 jours à Abidjan et on peut dire qu'Abidjan a mon cœur. C'est juste complètement tombé amoureux de cette ville. Des gens ici, de la bonne humeur, de l'humour, des fêtes ici aussi à Abidjan. Tout le monde danse, tout le monde est content et c'est vraiment la façon que les Ivoiriens ont de vivre se rapproche vraiment de la façon marocaine et personnellement de la mienne aussi, où il faut savoir vivre, s'amuser, danser, bien manger. Hors des communautés et du cadre du football, la Côte d'Ivoire et le Maroc entretiennent d'excellents rapports au niveau diplomatique. La coopération entre ces deux pays dure depuis plus de 6 décennies. C'est un partenariat maritime majeur. La force navale américaine s'allie à la sécurité des eaux ivoiriennes. Cet accord signé ce mardi entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis ouvre ainsi une nouvelle page de coopération entre les deux pays. Timé Danger, Kimo Eric. Eaux territoriales ivoiriennes. Pour la prévention et la répression des activités illicites, un nouveau partenaire, la force navale américaine. Avant le théâtre, place à la signature de partenariats entre les deux États, via le ministre ivoirien des Affaires étrangères,
est la chef de la représentation diplomatique américaine en Côte d'Ivoire. À terme, les parties se félicitent de cette convention dont l'intérêt est décliné. Le territoire maritime de la Côte d'Ivoire est un enjeu pour nous existentiel. On l'a dit, 90% de nos échanges, 80% des revenus qui nous permettent de vivre et de développer notre pays. Il va sans dire que nous devons accorder à notre territoire maritime, à notre plateau continental, à notre zone exclusive, toutes les attentions possibles. Et pour nous permettre de le faire, qui mieux que les États-Unis, qui disposent d'une marine des plus impressionnantes et des plus efficaces du monde, peuvent être nos partenaires. Il était bon qu'on se retrouve pour signer cet accord qui va engendrer beaucoup de choses, induire beaucoup de choses, notamment un renforcement des capacités de nos forces maritimes pour nous permettre de contrôler toutes les zones exclusives, toutes les zones qui nous reviennent de droit. Nous sommes vraiment fiers de cet accord entre notre gare côtière américaine et la Côte d'Ivoire. C'est un accord maritime pour nos intérêts en commun, la sécurité maritime, pour combattre les trafics illicites dans les côtières. En fait, nous partageons notre océan Atlantique et c'est vraiment important pour nos deux pays de continuer à lutter ensemble contre les influences illicites dans la région. Ça donne l'occasion pour ouvrir le partenariat, pour approfondir le partenariat, surtout avec la possibilité pour nos deux pays de faire les opérations conjointes maritimes. Avec ce partenariat, la Côte d'Ivoire se trouve un autre allié pour rendre ses eaux sous juridiction plus sûres. Un front sur lequel la Marine nationale et les gendarmes commandos marins veillent au grain, multipliant exercices et opérations de lutte contre la piraterie maritime, la pêche illicite, la prise d'otages et le trafic de drogue et autres stupéfiants en mer. Aussi un projet pour l'autonomisation des femmes dénommé MIFOSA, combinant maraîchage, pisciculture hors sol et aviculture, a été officiellement présenté ce mardi sur le site du dit projet à Locodro, une cérémonie en présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Tanguy Conan dans ce reportage. Des plants de légumes qui cohabitent avec des étangs piscicoles hors sol sur un même espace. Nous sommes sur le site de mise en œuvre de la phase pilote du projet maraîchage intégré à la pisciculture hors sol et à l'aviculture, MIFOSA. Un projet qui vise à permettre aux bénéficiaires membres de l'Union des sociétés coopératives, des femmes de la pêche et des métiers assimilés de Côte d'Ivoire, USCOFSI, de se soustraire aux caprices de la nature, mais aussi à plusieurs autres défis auxquels elles font face dans leurs activités quotidiennes. C'est un projet innovant qui va permettre aux femmes de relever un certain nombre de défis auxquels elles sont confrontées dans le secteur de la pêche. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont le repos biologique, le changement climatique. On a aussi l'orpaillage clandestin à l'intérieur des eaux continentales qui nous amène aujourd'hui à avoir des projets concrets pour pouvoir mener cette politique-là pour que les femmes soient autonomes vraiment dans le secteur de la pêche. Cette phase pilote, d'un coût global de 15 millions de francs CFA, est entièrement financée par la République fédérale d'Allemagne, dont l'ambassadeur est venu s'enquérir de l'état d'avancement des activités, mais aussi apporter son soutien aux bénéficiaires. C'était une visite pour voir comment fonctionne ce projet et j'ai pu constater que ça fonctionne très bien, mais je peux voir vraiment la conception du projet, c'est-à-dire un mélange des activités différentes avec la pisciculture, mais aussi avec la petite agriculture, ça fonctionne. Et l'avantage est qu'on est de plus en plus indépendant de saison, donc ça donne vraiment plus d'indépendance aux dames qui sont engagées pour créer vraiment des activités, des revenus. L'initiative de la mise en œuvre de ce projet en faveur des femmes mareyeuses a été saluée par le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui y voit une opportunité à vulgariser sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis tous ses techniciens et toute son expertise pour pouvoir accompagner ces dames. Parce que, effectivement, on s'est rendu compte que des petites initiatives
permettre de pouvoir contribuer à tout ce qui est, je dirais, pollution aquacole et aussi de tout ce qui est pollution avicole. Ce que nous devons, je dirais, tirer de là, c'est comment vulgariser au niveau national, vulgariser au niveau des différentes coopératives de femmes et je dirais des jeunes pour qu'il y ait une diversité en matière d'activité économique, notamment dans notre domaine des ressources animales halieutiques. L'USCOFSI, c'est plus de 6000 femmes travaillant dans le secteur des pêches. Elles sont regroupées en 57 coopératives. Et ce 6 février est une date importante, c'est la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, la fondation Djigui Grande Espérance a fait de cette lutte son cheval de bataille. Elle se réjouit de la baisse de ces violences dans le pays, désormais à 20%, tout en soulignant la nécessité de poursuivre la lutte en Côte d'Ivoire. Salifia Lekoué, Chèque Bleu. Le 6 février marque la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Une occasion pour les organisations de la société civile, à l'instar de la Fondation Djigui La Grande Espérance, de faire le point de la lutte. Dans les 31 pays disposant de données de prévalence représentatives au niveau national, environ une fille sur 3 âgée de 15 à 19 ans aujourd'hui a subi cette pratique horrible, contre 1 sur 2 dans les années 1990. En Côte d'Ivoire, cette tendance de recul de la prévalence est aussi observée selon le rapport SIGI 2022. Le taux de prévalence national des MGF est passé de 36,7% à 20% aujourd'hui. Malgré les progrès enregistrés en Côte d'Ivoire, la vigilance reste de mise, à en croire le premier responsable de cette fondation. En ce mois de février, la Fondation Djigui, La Grande Espérance, lance des activités d'un nouveau projet dénommé Projet d'appui à la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines dans la région du Bafi, dans la sous-préfecture de Gouékan, dans le département de Wanino. La presse a un rôle important, déterminant, à jouer dans les activités de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter encore une fois à vous impliquer davantage avec vos plumes, vos micros et vos caméras, à mettre en lumière les conséquences néfastes des mutilations génitales féminines sur la santé des femmes et des filles et partant sur le développement de nos localités. Créée le 4 décembre 2001, la Fondation Djigui La Grande Espérance est une organisation non gouvernementale à caractère social qui vise essentiellement à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations avec 3 piliers, à savoir la foi, la solidarité et le développement. Ces programmes portent sur la santé, notamment le VIH-Sida, la protection avec les violences basées sur le genre, la solidarité et la paix, la cohésion sociale, l'éducation et la famille. En octobre dernier, la Côte d'Ivoire a adhéré au réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Une adhésion célébrée à Grand-Bérébi, la première aire marine protégée du pays. Les autorités de la localité ont ainsi exprimé leur grande joie de voir le pays œuvrer pour la protection de la biodiversité. Les détails de Moussa Nyekema. Depuis le 18 octobre 2023, la Côte d'Ivoire est membre du réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, RAMPAO. Soulignant l'engagement du pays à œuvrer à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Grand-Bérébi, première aire marine du pays, accueille cette adhésion avec joie. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir son aire marine protégée, la toute première d'ailleurs, qui est née ici à Grand-Bérébi. Et c'est pour nous un soulagement, c'est pour nous une fierté. Parce que ce projet, il est né, certes, mais c'est la volonté qui accompagne ce projet qui est remarquable. Cette première aire marine protégée qui a été créée puisse impacter également d'autres zones côtières à le fait de pouvoir créer davantage d'aires marines en Côte d'Ivoire. À travers le thème « Adhésion de la Côte d'Ivoire au RAMPAO », un atout pour la préservation des ressources marines et côtières, cette activité vient saluer cette avancée du pays. Un petit pas certes, mais un pas significatif vers la gestion durable
de nos écosystèmes marins et côtiers. Une alliance renforcée entre les communautés côtières de la sous-région. Ensemble, nous allons renforcer les efforts pour assurer la protection et la préservation des habitats marins et côtiers. À travers la promotion des pratiques de pêche durables qui garantissent à la fois la subsistance des communautés locales et la conservation de notre patrimoine naturel. Venu pour l'occasion, le président du conseil d'administration du RAMPAO s'est également réjoui de voir les différents pays se tendre la main dans la lutte. Il est important qu'on puisse se donner la main pour arriver à mieux conserver ces ressources-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire a manifesté vraiment son désir d'adhérer et de participer à cette gestion commune de ces ressources naturelles, nous l'avons ouvert grandement les portes du réseau. Notre objectif, c'est d'arriver aujourd'hui à couvrir le littoral ouest africain. Depuis sa création en 2007, le RAMPAO compte près d'une cinquantaine d'aires marines protégées. Sa mission, assurer à l'échelle de la région marine de l'Afrique de l'Ouest le maintien d'un ensemble cohérent d'habitats critiques indispensables à la régénération des ressources naturelles et à la conservation de la biodiversité au service des sociétés à travers un réseau d'aires marines protégées fonctionnel. Et je vous le disais en titre, quelques heures après un vote à l'Assemblée nationale qui repousse la prochaine présidentielle au Sénégal au 15 décembre 2024. C'est la consternation à Dakar, comme nous le raconte Salif Yalekoué dans ce récit. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté, dans la nuit du lundi à mardi, la loi visant à repousser la présidentielle, initialement prévue le 25 février, au 15 décembre 2024. Des députés de l'opposition ont été évacués du Parlement manu militari par les forces de l'ordre. Au lendemain de cette décision, des Sénégalais dénoncent cette décision. Bien sûr, parce que parmi eux, c'est pas tout qui est mauvais, c'est pas tout qui sont corrompus ou bien des trucs comme ça. Et il y en a toujours des gens à qui on peut faire confiance, mais c'est juste que le niveau de corruption est un peu élevé par rapport à ce qu'on a vu hier à l'Assemblée nationale. Franchement, le président doit avoir pitié de la population. Que c'est la population qui l'a mis en place. Si la population ne veut plus, pour moi, il doit arrêter. Ce vote concrétise l'annonce samedi par le président Macky Sall de l'abrogation du décret convoquant les Sénégalais aux urnes. Outre le report, une alliance de 105 députés du camp présidentiel et de partisans du candidat recalé, Karim Wade, a approuvé le maintien à son poste du président Macky Sall jusqu'à l'installation de son successeur, très vraisemblablement en 2025 avec l'éventualité d'un second tour et les délais de passation de pouvoir. Élu en 2012 et réélu en 2017, son mandat arrivait à expiration le 2 avril. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant, le journal de la Cannes. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.